Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tous en selle. Alors c'est l'épisode numéro 2, il est particulier puisqu'on lance la saison 1. Je suis accompagné de Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Je sais qu'il s'est passé plein de choses pour toi, tu vas nous expliquer juste après que j'explique qu'est-ce que le podcast Tous en selle. Alors vous connaissez forcément, pas les épisodes, pardon, vous connaissez forcément le festival, voilà, je vais me retrouver, le festival Tous en selle. Festival 100% en vélo, en tournée d'ailleurs en ce moment en France. Je rappellerai quelques dates juste après. Donc voilà, le podcast Tous en selle s'adresse à tous les passionnés de vélo, que vous soyez cycliste du dimanche, vélo taffeur, voyageur à vélo. Ça va être le sujet du jour justement avec le voyage à vélo en famille que nous a préparé Camille, mécanicien, mordu de compétition, bref, chaque semaine, retrouvez des échanges que l'on espère inspirants et des contenus riches pour vous accompagner dans votre pratique avec 4 capsules thématiques. Donc il y aura la roue tourne que je vais donc co-animer avec Camille qui va parler de mobilité douce, actualité du vélo, de la vie des clubs, des organisateurs également d'épreuves, du voyage à vélo, ça je vous l'ai dit. Il y aura également la capsule en mouvement avec Loïc Lepoutre, conseil d'entraînement, nutrition, coaching pour être plus à l'aise sur votre vélo, mais que ce soit pour le plaisir mais aussi la performance. Et puis il y aura l'atelier JP, on va creuser dans l'atelier JP une capsule qui vous plaît beaucoup. On va parler matériel, innovation, technologie, industrie du cyclisme, tout savoir pour mieux s'équiper et mieux rouler. Et puis il y aura la story, l'interview comme vous l'avez vu et comme vous l'avez peut-être écouté avec un épisode qui est sorti la semaine dernière, l'épisode numéro 1, avec Johan Offredo. Vous avez été très très nombreux d'ailleurs à commenter, mais c'est vrai que l'histoire de Johan est passionnante et hyper inspirante. On va rentrer dans l'épisode du jour, l'épisode numéro 2. Camille, alors c'est ce que je disais, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses pour toi. Raconte-nous. La dernière fois qu'on a fait un épisode, c'était sous un autre drapeau, sous d'autres couleurs. Là, aujourd'hui, on est sur le podcast Tous en selle. Il s'est passé quoi depuis ? Ta vie a changé ? Alors, complètement. Déjà, je suis ravie de te retrouver et de retrouver nos auditeuristes sur ce nouveau format. Premier grand changement, on l'avait sûrement évoqué, je pense, dans les derniers épisodes qu'on avait enregistrés ensemble. J'étais dans un parcours de reconversion professionnelle pour devenir monitrice de vélo. On va en reparler dans cette capsule, justement, où je vais vous parler de ce métier. Donc, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Exactement, il y aura un épisode consacré justement à devenir ou se réorienter vers le métier de monitrice vélo. Tout à fait. Voilà, donc dans cette démarche-là, je suis en train de finaliser mon dossier, préparer mon examen et je monte une école de vélo qui va être destinée aux filles et aux femmes. 100% école de cyclisme féminin en France. Voilà, c'est une exclue que je vous donne. Mais ça, c'est génial comme projet. Ouais, c'est hyper cool. On va être basé, donc je dis on parce que je monte le projet avec mon associée et amie Lucille, que j'ai rencontrée en formation dans le monitorat vélo. Et voilà, on a hyper, on s'est très bien entendu et on s'est dit que c'était un projet qui était plein de sens pour nous deux. Donc là, on est en train de travailler sur le lancement. Alors, il faut savoir, c'est que je découvre ce projet en même temps que les auditeurs et auditrices. C'est vrai, je t'avais pas dit. Écoute, je savais que tu allais sur ce métier-là, en fait, d'accompagner les gens à travers la pratique du cyclisme et monter une école de vélo. Moi, je trouve ça génial. Ouais, on est très contentes. 100%. Donc, 100% filles. 100% filles, 100% femmes. Voilà, on a plein de projets en tête. On va commencer avec les premiers stages qui vont avoir lieu ce printemps. Voilà, et l'école, le projet s'appelle GLOW, G-L-O-W. Voilà, vous pouvez nous trouver sur Insta, ça va être Ride with Glow. Et on est hyper contente, hyper enthousiaste. Je pense que ça va être un très très beau projet. Ouais. Et j'ai une autre nouvelle de type cyclisme féminin. C'est que c'est ce que j'allais dire. C'est que voilà, ça fait 5 mois et 1 jour aujourd'hui que je suis maman. Donc je suis maman d'une petite fille. Je suis très très contente. Elle s'appelle Nova. Elle est super, très mignonne. J'ai très hâte de lui acheter une draisienne. J'ai hâte de 2 choses avec Nova. C'est 1, qu'elle dorme et 2, qu'elle fasse de la draisienne. Et 3, c'est de la retrouver ce soir. Aussi. Parce que c'est la première journée où tu es autant éloignée d'elle. C'est la première journée que je la laisse. Donc voilà. Et voilà, donc je me fais un peu à cette nouvelle vie et de maman et d'entrepreneuse, de monitrice de vélo, etc. Tout converge en même temps avec cette petite fille, cet ancrage géographique à Chamonix où j'ai grandi et je suis trop contente d'être revenue.
Et J'avais fait maintenant, un épisode d'Ultra Talk avec Camille, donc si vous voulez connaître l'histoire de Camille, tout à fait. n'hésitez pas à aller écouter l'épisode d'Ultra Talk avec Et Dieu avec sait Camille. si des choses ont évolué depuis. Et voilà, donc c'est les nouveaux projets et on en revient à la roue tourne. Vous l'aurez compris, moi je ne vais plus vous parler de santé. Je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets. Et puis c'était surtout aussi le choix de t'amener sur autre chose de par ton parcours et de là où tu voulais aller, de parler d'un vélo qui parlait à toutes et à tous. Exactement. Et je pense que tu vas être très à l'aise dans ce format-là. Trop bien. Donc on va vous parler des métiers du vélo, de la vie des clubs, comme Arnaud vous le disait. Et aujourd'hui, on va vous parler de voyage à vélo, parce que je pense que voilà, les familles, c'est vraiment un nouveau tourisme qui se développe. En tout cas, c'est pas vraiment nouveau, mais ça se développe de plus en plus. Et on voulait vous en parler aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà participé ou été spectatrice du festival Tous en Selle? Je n'y ai pas encore été. Je vais y aller cette année. Tu sais, quand on parle de voyage à vélo, moi j'ai participé au Grand Rex à Paris à 2 éditions. 2 éditions de Tous en Selle au Grand Rex, et à chaque fois j'ai voyagé. Là, on va parler de voyage à vélo en famille, vraiment la pratique. C'est-à-dire, je pars en famille avec mon vélo, parcourir soit un tour, soit d'un point A vers un point B. Mais lorsque j'ai été spectateur au Grand Rex, et même à Lyon d'ailleurs, là où on se situe aujourd'hui, du festival Tous en Selle, j'ai voyagé. Voilà, je trouve que c'est vraiment l'essence même du festival Tous en Selle, le voyage à vélo, puisque vous allez voir des documentaires avec un seul moyen de locomotion, je dirais, qu'est le vélo, mais sous tellement de formes, ça va être inspirant. Ça va vous sensibiliser également à travers justement le vélo sur différentes choses, l'éco-responsabilité, la connexion à la nature. Et quand on parle de voyage à vélo, moi, ça me fait penser justement au festival Tous en Selle. Alors, je le rappelle, hein, le podcast est le pendant du festival Tous en Selle. Et si vous vous dites, tiens, où est-ce que va être le festival demain, après-demain ou le mois prochain, voilà, si aujourd'hui vous êtes dans la région, au moment où vous diffusez cet épisode, ce soir, il y a une diffusion à Nancy. La semaine prochaine, il y a une diffusion à Chambéry. Le 27 mars, le festival sera à Gap. Et puis ensuite, le même jour, il sera à Pau, mais également à Angoulême. Et puis ensuite, Saint-Étienne, Montpellier, au mois d'avril, Castres, Bayonne, Nantes, Rennes. Pour le mois de mai, terminer cette saison, 22 mai à Metz, et puis le 9 juillet à Dinan. À Dinan, forcément, ça me parle, puisque ce sera le départ de la 9e édition, comme le 9 juillet, tu vois, il y a des chiffres, la 9e édition de Race Cross France. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez savoir où va être diffusé le festival Tous en Selle, vous allez sur le site tousencelle.eu et vous aurez ainsi toutes les dates de la tournée, mais vous pourrez également voir quelle est la programmation, quels sont les films qui vont être diffusés, et honnêtement, vous allez voyager. Voilà. Parlons voyage à vélo, Camille. Alors voilà, voyage à vélo en famille. On va peut-être aborder un premier chapitre qui t'a concerné. C'est je suis enceinte, est-ce que je peux encore voyager à vélo? Est-ce que je peux pratiquer avec mon compagnon justement ou des amis? Est-ce qu'on peut partir en voyage à vélo alors que je suis enceinte? On peut C'est tout à particulier fait. de dire ça. On peut, oui. Alors que je Alors suis Arnaud, enceinte. tu peux. Si tu es enceinte, tu peux. Bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale. Hein. Chaque grossesse est propre à chaque femme. Du coup, faites bien un check avec votre médecin au préalable. Mais c'est vrai que de continuer à faire du sport pendant la grossesse, il y a énormément de bienfaits, que ce soit sur la circulation sanguine, pour son bien-être, pour la gestion du stress. Il y a pas mal de bouleversements pendant une grossesse. Et c'est vrai que moi, j'ai continué de rouler quand même assez tard. Je pense que j'ai continué de rouler jusqu'à 6 mois. J'avais aucune contre-indication à ne pas le faire, donc j'ai fait de la route, j'ai fait du VTT, etc. On va y revenir et on va parler des différentes pratiques. La seule chose qu'il faudra faire, c'est bien adapter son intensité. Voilà, encore une fois, c'est sûr qu'on a tous des niveaux différents. C'est pas là où on va peut-être performer le plus et c'est pas le moment où il faut pousser le plus. On va être plus dans une approche bien-être. Puis là, on est dans un thème de voyage, donc de déplacement, on est de slow tourisme, voilà. Donc je pense que bien sûr qu'on peut voyager à vélo en étant enceinte. Être enceinte, ce n'est pas être malade. On avait du fait un tout, épisode, tu te souviens, qui est super. Claire, avec Pascal Gelant-Tranchant, qu'on avait reçu, pour parler de la grossesse et elle en tant qu'athlète de haut niveau. Et c'est quelque chose, tu vois, j'ai souvent repensé quand j'étais enceinte, où elle nous expliquait qu'elle s'était arrêtée de rouler très tôt
et qu'elle l'avait regretté au final dans sa grossesse parce qu'elle s'est rendue compte sur ses grossesses suivantes qu'elle avait la pêche et qu'elle pouvait le faire, mais sur la première grossesse, elle avait eu un petit peu peur. Et moi, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, si tout va bien, si tous les indicateurs sont au vert, c'est vrai qu'on peut continuer de rouler très très tard. Tant que la position est à peu près confortable, tout va bien. Jeanne Lepoix également avait, que je suis, que tu suis Oui. sur les réseaux sociaux, a eu également donné naissance à un enfant et elle expliquait, enfin, elle a roulé très très tard. Tout à fait. Elle partageait même, je crois qu'elle a fait des voyages ou des micro-aventures avec son compagnon, alors qu'elle était dans des mois de grossesse bien très enceinte. avancés. Ouais. Et d'ailleurs, on a le livre de Jeanne voilà, avec nous aujourd'hui, qui est vraiment, moi je suis, j'adore ce que fait Jeanne. Ouais, on est très fans. Mais en plus le livre c'est super beau, c'est très bien fait, on voit l'œil de la photographe et graphiste qu'elle est. Et voilà, et l'ouvrage est très bien. Et il nous a servi à préparer l'épisode d'aujourd'hui, donc on vous encourage grandement à le commander. Donc voyager à vélo avant l'arrivée de bébé, c'est possible. Donc c'est effectivement, tu l'as dit, en fonction des différentes précautions et relations qu'on peut avoir avec son médecin et les conseils qui ont été donnés. Adapter sa pratique pour plus de confort. Donc, tu as commencé à en parler. Donc, ça veut dire on modifie sa position. Ça veut dire quoi, sa position? Ça veut dire est-ce qu'on doit aussi modifier sa selle? Est-ce qu'on doit son poste de pilotage doit être légèrement ou même de manière plus importante rehaussé? Est-ce qu'on modifie aussi sa tenue? Comment ça se manifeste? Alors, pour ce qui est du vélo, je pense que c'est propre à chaque femme. Personnellement, j'ai pu faire du VTT jusqu'à assez tard parce que la position, au final, me le permettait. Un peu plus relevé, c'est ça? Ouais, et puis vraiment d'avoir aussi de pouvoir moduler ma hauteur de selle assez facilement parce que j'ai une tige de selle télescopique. Oui, c'est vrai. Sur VTT, ouais, donc ça rendait ça quand même en termes de position, puis d'avoir cette position un petit peu plus relevée, c'était beaucoup plus confortable. J'ai dû arrêter la route assez tôt parce qu'au final, cette position plutôt courbée mettait énormément de pression sur le plancher pelvien. Ce qu'on peut faire, donc, c'est du VTT. On peut aussi utiliser un vélo hollandais. Dans le vélo de voyage, notamment, c'est vrai que le vélo hollandais, c'est super confortable, c'est un très haut. C'est tellement atypique. Ouais. Mais en étant enceinte, puis même pour laisser passer le ventre, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être le vélo le plus adapté. Donc, à voir pour le choix du vélo. Mais je me vois tellement faire du voyage à vélo avec un vélo hollandais. tu sais, je pense que visuellement, tu vois, ça serait tellement classe. Quand même. Chiche. Ouais. Après, moi, je veux des photos. C'est clair. Non, mais tu vois, je visualise. Tu vois, j'ai voyage à vélo, j'ai 60 bornes ou 120 bornes à faire aujourd'hui en vélo hollandais, mais ça aurait tellement de. C'est style. Bon, après, ce qu'on peut adapter, c'est aussi la selle. Donc, on peut, on a parlé de bike fitting un paquet de fois, mais c'est vrai qu'on peut incliner un petit peu sa selle pour, encore une fois, soulager toutes les douleurs au niveau du périnée. Donc, la tu veux dire incliner plus vers avant? Un tout petit peu, ouais. Voir si ça aide, si jamais il y a un inconfort. Il y a des gens qui aiment bien les selles un peu plus molles ou les couvre-selles en gel. Moi, j'ai pas vraiment de problème de selle. Donc, je serais peut-être pas la meilleure personne pour vous en parler, mais demandez aux femmes enceintes autour de vous ce qu'elles ont utilisé, etc. Mais c'est vrai que certaines ont bien aimé avoir une selle un peu plus molle pendant la grossesse pour plus de confort. Après, ce sur quoi on peut vraiment venir varier et ajuster, c'est tout ce qui est poste de pilotage. Encore une fois, on va essayer d'avoir une position un petit peu plus relevée. Donc, on peut mettre un cintre plat, on peut mettre une potence réglable. La potence réglable, ça va permettre de monter un petit peu, je fais des gestes en même temps parce qu'on est filmé, mais ça va permettre de monter un petit peu son cintre et d'adapter au fur et à mesure de la grossesse et d'éviter un petit peu toutes les tensions qu'on va venir créer et dans le dos et dans le ventre en poussant un petit peu trop. Enfin, sur la tenue, c'est vrai que c'est bien d'adapter parce que vous allez voir que vos cuissards, même si c'est du lycra, au bout d'un moment, ça va quand même commencer à être un peu juste. Deux options, soit vous passez au legging de grossesse, mais vous n'aurez pas forcément une peau de chamois. Moi, j'ai fait le choix, vu que j'ai continué à rouler assez tard, d'acheter des cuissards plus grands. Donc j'ai pris j'ai pris 2 cuissards qui étaient 2 tailles au-dessus, et ça m'a permis de rouler jusqu'à sans problème, et du coup c'était vraiment hyper confortable, quoi. Bon, tous ces conseils sont très intéressants. J'ai une pensée quand tu expliques, quand tu donnes tous ces conseils, Camille. Quand j'ai communiqué sur le fait qu'elle allait avoir un nouveau podcast, qu'il allait s'appeler Tous en selle, un des commentaires avait été: est-ce que vous allez parler aux femmes
Tu vois, je pense que là, l'épisode numéro 2, dans la première capsule, on a rempli cette mission-là. En tout cas, on répond à cette question, puisqu'après, on va parler du voyage à vélo avec un enfant, mais qui s'adresse aussi aux pères de famille, hein, je veux dire, pas qu'aux femmes. Mais en tout cas, voilà, on répond déjà à des questions. Et puis là, on parle de avant l'arrivée de bébé. On reste toujours dans le chapitre qui est réservé aux femmes, mais c'est la période postpartum, c'est-à-dire la reprise du vélo. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Quel message on peut faire passer? Prendre le temps, c'est pareil. Moi, j'ai pensé que j'allais être remise hyper vite et que j'allais pouvoir partir, faire des aventures, faire du voyage vélo, etc. très tôt. Ça, c'était l'effet de manque, ça. Tu vois, ça te Ouais. manquait. Tu t'es dit, je veux partir vite. C'est vrai qu'en tant que sportive, déjà la grossesse, c'est une période qui est assez longue, pendant laquelle on est quand même un petit peu incapacité en termes sportifs. Et je me rendais pas compte qu'après avoir eu un enfant, il y a une longue période de rééducation quand même, qu'il faut vraiment bien suivre. Donc du coup, je pense que de toute façon, voyageant en famille, votre enfant, il va falloir attendre on va y revenir, mais entre 6 et 9 mois avant de pouvoir commencer à voyager. Donc prendre le temps de bien faire sa rééducation du périnée avant de refaire du vélo, c'est quand même super important. Au début, et moi je suis vraiment là-dedans, je suis dans une reprise progressive, je fais des sorties qui sont courtes, je fais des sorties qui sont faciles. Il y a quand même pas mal de choses qui changent dans le corps, donc retrouver aussi avant de partir faire des aventures, bien son centre de gravité, bien comprendre comment ça marche, son vélo, c'est hyper hyper important. Et une fois qu'on a fini ça, on peut aller voyager à vélo avec son enfant. Génial. Alors justement, partir en voyage à vélo avec son enfant, mais ça peut être seul avec son enfant ou en famille. Donc, à quel âge commencer? Donc, tu as commencé justement à répondre à cette question. Toi, tu préconises entre 6 et 9 mois. C'est quoi? C'est une question de posture pour l'enfant, c'est ça? C'est Exactement. Avant, l'enfant ne se tiendra pas forcément. Et donc, au niveau de la nuque, c'est pas forcément confort. Ouais. Et pour les parents, mais aussi pour l'enfant qui suit. Ouais, il faut donc, à cet âge-là, on est vraiment sur du voyage en carriole. Tous les autres modes, on les verra après, mais viennent un petit peu plus tard. En carriole, c'est entre 6 et 9 mois selon les préconisations des constructeurs. Après, il existe des solutions pour commencer un petit peu plus tôt, des coques rigides, des réducteurs spécifiques, etc. Un peu comme ce qu'on a dans un siège auto. Voire si on décide de voyager en vélo cargo, c'est vrai qu'il y a certains cargos qui utilisent des systèmes type Isofix. Donc en gros, c'est un peu comme venir claquer le siège auto, exactement, et mettre le bébé dedans. Donc là-dessus, après, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Je pense qu'il vaut mieux laisser un petit peu de temps, même pour que l'enfant en profite et que vous en profitiez, de prendre le temps de trouver la solution la plus adaptée. Mais il existe beaucoup, beaucoup de solutions aujourd'hui. Alors, c'est vrai, moi j'ai lu les notes que tu as préparées, Camille. Ce que tu préconises, c'est comme en fait, avant une épreuve, on teste le matériel. C'est-à-dire qu'on ne part pas comme ça, on ne va pas acheter son matériel ou se faire livrer le matériel le matin pour partir à 14 heures. On va tester son matériel sur un court périmètre pour vérifier que tout est OK. Ouais, je pense que exactement comme quand on prépare une épreuve cycliste sportive ou un ultra, ça se teste. Si on a une carriole en particulier ou même un cargo d'ailleurs pour voyager, il y a tout le rayon de giration du vélo qui change énormément. Donc il faut quand même réapprendre à tourner. Cette même liberté, on va dire. Ouais. Apprendre à tourner, vérifier justement pour anticiper les manœuvres. Bien anticiper, voilà. Et pareil, suivant le type de voyage qu'on prévoit, il faut quand même que la remorque soit adaptée à l'enfant. Si on prévoit de prendre du sentier, c'est pas du tout la même chose que si on fait de la piste cyclable. Donc en termes d'absorption des chocs, il faut bien réfléchir à tout ça et bien aller tester son matériel avant d'y aller avec le bébé dedans. Puis ensuite, même l'enfant, ça pèse quand même son poids. Donc, ça va être encore un nouveau comportement sur le vélo. Il va falloir chercher progressivement comment ça marche. Et puis, je pense aussi au fait que ça soit adapté. Tu parles de l'espace, du fait que ça soit adapté pour l'enfant. Mais je me dis, à la fois, ça doit être vraiment génial d'être tracté comme ça, tu vois, et d'être tranquille dans ton fauteuil, dans ton siège. Mais en même temps, ça doit être long si jamais tu n'es pas bien. On parle de peut-être d'une heure et demie, mais parfois, quand ils sont un peu plus âgés, c'est des distances qui sont plus importantes. 3 heures, 5 heures, dans un environnement, il faut quand même être confort. Donc, je comprends ce que tu dis de bien choisir le bon matériel pour que l'enfant passe aussi, en tout cas, ait aussi de bons souvenirs de ce voyage à vélo. Est-ce qu'il y a différentes options justement pour transporter? Tu vois, moi, je pense tout de suite dans l'exemple que je viens de donner, c'est effectivement la carriole, comme tu dis. On n'est pas sponsorisé sur cet épisode, en tout cas. Pas encore, pas au moment où on enregistre. Peut-être qu'on l'est au moment où il est diffusé, mais n'hésitez pas à contacter Sébastien sur le podcast
Tous en Selle, qui vous accompagnera dans le sponsoring de cet épisode. Mais je sais que Tulle, moi je sais que, alors est-ce que c'est parce qu'ils ont choisi des influenceurs que je suis et qu'ils les équipent, mais en tout cas, je vois Tulle qui fait pas mal de choses pour les enfants et les personnes qui aiment l'outdoor. Mais est-ce qu'il y a différentes options pour transporter son enfant à vélo? Il y a plein d'options. C'est vrai que Tulle aujourd'hui est grand leader sur ce marché-là, que ce soit d'ailleurs sur les carrioles, les porte-vélos, etc. Les produits sont vraiment, enfin de ceux que j'ai pu voir, encore une fois pas sponsorisés, mais avec plaisir si vous voulez. Mais les produits sont vraiment vraiment canons. Aujourd'hui, si on veut transporter son enfant en vélo, c'est vrai qu'il y a plein de solutions et ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. On a le très connu siège bébé. Mais là, c'est pour les enfants qui sont en général un petit peu plus grands. Il faut déjà que l'enfant se tienne debout, etc. On a ensuite la remorque, donc qui permet plus de confort. En plus, le bébé peut très bien dormir dedans, ou l'enfant peut très bien dormir dedans. C'est vraiment confortable. Il y a ce côté petite maison sur roue. Après, on a plein d'autres options qui s'adressent aux enfants un petit peu plus grands, mais il y a les vélos suiveurs. Donc, c'est les espèces de vélos qui viennent se clipser sur le cadre des grands vélos. Je ne sais pas si j'explique très bien, mais ça permet aux enfants qui sont plus grands et qui veulent pédaler un petit peu d'être derrière le vélo de leurs parents et de suivre. Alors, je sais que même il y a une marque, je ne citerai pas, parce que sinon, effectivement, on va quand même... Mais il y a une marque qui peut permettre à l'enfant, pour les personnes qui partent en voyage à vélo, l'enfant peut être totalement libre, c'est-à-dire se déplacer par sa propre force physique, et s'il estime être fatigué, où les parents estiment que c'est trop pour lui, ben, tu peux mettre la roue avant juste à côté de la roue arrière donc du vélo d'un des parents. Et comme ça permet d'avoir il peut être totalement libre sur une certaine période de la journée. Et le reste du temps, tu peux venir plugger la roue avant juste à côté de la roue arrière de l'adulte. Et comme ça, l'enfant peut continuer, mais sans avoir à faire un effort. Donc ça peut mixer les deux. Ouais, ça marche bien. Ça, je pense que ça peut être ça marche dès que les enfants commencent à rouler un petit peu, même pour les inclure tout à fait. Voilà, dans le voyage. Autre option aussi, un peu dans le même genre où l'enfant devient vraiment acteur, c'est la selle qu'on monte sur le cadre. Exact. Ça, on le voit beaucoup en VTT, notamment, je pense les leaders, c'est Kids Ride Shotgun, qui font ça, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal. J'en ai parlé avec beaucoup de parents qui me disent que l'enfant est vraiment donc sur le poste de pilotage. On peut même adapter, lui mettre des petites poignées un peu rehaussées sur le cintre. Même un appui pour les pieds, je crois. C'est oui, ça, tout à fait. Et mettre ses mains. Et mettre ses mains. Donc là, il va être vraiment dans une position de pilotage. Il est devant, il n'est pas derrière à rien voir parce qu'il a votre dos gigantesque dessus. Il est vraiment, il est vraiment acteur. Maintenant, ça demande quand même, que l'enfant sache tenir, puisse comprendre la consigne. 2, on reste en place. Et 2, surtout, si on emprunte des itinéraires un petit peu techniques, d'être quand même un bon pilote pour éviter de se mettre une boîte de l'espace avec son enfant dessus. C'est dommage, mais c'est vrai, l'image que tu donnes il voit votre grand dos quand il est à l'arrière. Moi, j'ai une pensée, alors ça va peut-être vous faire sourire, et auditrices, auditeurs qui vous nous écoutez, vous allez peut-être être témoins à l'instant même de cette scène, mais j'ai une pensée pour tous les enfants qui sont sur généralement des sièges à bébé, derrière, à l'arrière, et qui ont un parent avec un gros sac à dos. Et généralement, l'enfant, en fait, il a la tête dans le sac à dos. Le sac à dos, plutôt, vient percuter à chaque fois la tête de l'enfant. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ce voyage doit être compliqué pour cet enfant. Donc voilà, j'ai une pensée pour tous les parents qui ont un sac à dos, mais qui transportent un enfant. Pensez à l'enfant, s'il vous plaît. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres options pour transporter son enfant que le siège bébé, qui me paraît pour un voyage à vélo un peu compliqué quand même? Est-ce qu'il y aurait d'autres options? Après, oui, il y a des options pour les enfants un peu plus grands, type la corde de traction, la barre de remorquage, ou encore même partir en tandem, suivant l'âge de l'enfant. Donc ça, encore une fois, c'est à voir en fonction de l'âge de vos enfants, de leur capacité à vélo et aussi de la durée du voyage. Donc tout ça est à prendre en compte, mais au final il y a plein de solutions et c'est pas forcément que du voyage en carriole ou que du voyage quand les enfants ont 10 ans. C'est vrai. Il y a tout un spectre dans le voyage à vélo où on peut trouver des solutions à chaque âge pour que les enfants prennent autant de plaisir que les parents lors du voyage. Et je crois que c'est Zefal qui a sorti un accessoire que tu mets sur le guidon de l'enfant, sur la tige de selle d'un des parents, et qui fait cette fonction un petit peu d'élastique dont tu parlais, c'est-à-dire qu'il
il y a un nombre de mètres maximum, et à partir de ce métrage maximum, ben là, tu fais vraiment traction, c'est-à-dire que vraiment, tu vas tirer ton enfant. Mais entre cette distance-là, il est un petit peu libre de se déplacer entre cette distance maximum et le vélo de l'adulte. Et ça peut être une première notion de je t'aide dans les montées, parfois un peu plus compliquées, mais sinon, le reste du temps, tu es libre d'évoluer à une distance derrière moi. J'ai trouvé ça très, très bien. Et de mémoire, alors il y a peut-être d'autres marques, mais moi, ce que j'avais vu, c'était Zefal. Donc là, voilà, on vous a partagé les différentes options pour justement se déplacer, transporter votre enfant à vélo. Puis il y a aussi, quand on parle de voyage à vélo en famille, il y a quand même, là aussi, on ne part pas qu'avec son vélo et avec son enfant. On emmène certaines choses avec la famille, justement. Voilà, là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu peux nous partager ou faire une checklist du matériel indispensable? Alors, le sommeil. C'est vrai que pour dormir, là, on ne parle pas des champions de l'ultra et on ne fait pas faire du bivy à son enfant, s'il vous plaît. Donc, une tente, un matelas un peu léger, un sac de couchage adapté aussi. La tente, au final, ça va vraiment être le refuge pendant le voyage et l'espace où on se ressource. Donc c'est quand même assez important, essayer de la prendre pas trop lourde, etc. Mais d'avoir cet espace-là. On prévoit aussi pour s'habiller, il n'y a pas de raison que vous soyez tout en vêtements techniques et que l'enfant soit dans un coton et genre en vêtements de ville. Donc c'est bien qu'ils aient des vêtements techniques aussi. Au niveau de la thermicité des vêtements, on part du principe que si eux ne sont pas en mouvement, c'est une couche de plus. En général, on dit ça, c'est une couche de plus pour l'enfant qui ne roule pas, parce que du coup il va avoir froid après. Voilà, bien checker, même s'il est dans la carriole, des gants, de quoi couvrir les oreilles, des chaussures, etc. Enfin voilà, tout ce qui est laine mérinos, vêtements techniques, on met tout dans un sac étanche pour tout ranger, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. On prévoit aussi des choses pour occuper les enfants, parce que le temps peut être long, surtout si on reste dans la carriole toute la journée. Donc peut-être une enceinte Bluetooth pour mettre de la musique, une veilleuse, un petit jouet. C'est vrai que ça permettra de s'occuper. Et puis il faut partir du principe aussi que vous allez rouler 3, 4, 5 heures. Avec un peu de chance, votre enfant il va dormir pendant 2, 3 heures. Et vous allez arriver sur le lieu de bivouac, vous allez être fracassé. Et l'enfant, ça va être super la fête. Donc, il faut quand même prévoir un petit peu de le distraire, de prévoir de jouer, etc. Pas d'écran, s'il vous plaît. Pas d'écran, on est d'accord. Ce serait dommage. Ce serait tellement dommage de ne pas lui faire profiter de l'environnement. Parce que si vous allez en voyage à vélo, logiquement, normalement, c'est pour découvrir, être en connexion avec la nature et découvrir des panoramas qui sont sympas. Pas pour regarder Bluey sur Netflix. Exactement. Ouais, et puis, ça doit rester, tu parlais de matériel. Ça peut être aussi très traumatisant si le matériel, ce dont on parle actuellement, n'est pas adapté. Ça peut traumatiser un enfant de se dire moi j'ai fait un voyage à vélo une fois avec mes parents, c'était la catastrophe, j'ai eu froid, il a plu, j'avais pas le bon équipement. Ouais. Et ça peut faire l'effet inverse de cette connexion avec la nature et avoir envie d'y revenir. Ça, c'est sûr. Et à l'inverse, tu vois, donc prévoir de quoi se protéger de la pluie, ou s'il fait très chaud, prévoir brumisateur, ventilateur, etc. pour rafraîchir votre petit bout. Moustiquaire, pourquoi pas. Ouais, aussi. Important. Après, on reste minimaliste, donc pareil, si on fait une trousse de toilette, des savons, type savon de Marseille, savon du Dr Bronner, qui permettent de faire sa toilette, faire la vaisselle, ça fait dentifrice parfois, c'est quand même pratique. Des anti-moustiques. Pour la cuisine, tout dépend de si vous prévoyez de faire à manger vous-même pendant le voyage. Donc c'est plus économique, mais c'est aussi un petit peu plus lourd. Mais voilà, une popote, des bavoirs, prévoir les repas à l'avance. Gérez bien les couches aussi, suivant l'âge de votre enfant, lavable ou jetable, ça c'est selon les préférences et la logistique de chacun. Et enfin, dernier truc de la checklist indispensable, c'est vraiment prévoir pour la sécurité. Donc les casques, les lumières, les gilets réfléchissants. Voilà, la tombée de la nuit arrive quand même assez vite et on ne sait jamais vraiment en voyage à vélo, on sait quand on part, on ne sait jamais vraiment quand on arrive, surtout quand il y a des impondérables liés aux enfants. Donc toujours prévoir, même si dans vos têtes vous vous dites non, on va rouler que la journée. Je rappelle que les éclairages maintenant c'est obligatoire. Le gilet il est obligatoire à la tombée de la nuit également. Donc prévoyez ça. Et le casque, dernier rappel juridique, mais c'est obligatoire jusqu'à 12 ans. Donc pareil, prévoyez bien de protéger vos enfants.
Alors justement, tu parles de protection, Camille, tu parles de gilet réfléchissant. Donc moi, ça me fait penser à se déplacer dans un environnement où il y a d'autres personnes. Ce qui me fait penser à l'itinéraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pars en voyage à vélo. Alors chacun a un objectif bien précis quand il part en voyage à vélo, la déconnexion, aller là où justement il y a personne d'autre. D'autres justement aller dans des endroits touristiques, donc ça veut dire qu'il y a plus de monde. Quel conseil tu peux donner sur justement choisir le bon itinéraire? La première chose, c'est de privilégier, à mon sens, les pistes cyclables, les voies vertes ou les plus petites routes possibles, surtout quand on débute dans le voyage à vélo. On a la chance en France d'avoir un grand réseau Eurovélo, on a des super routes vélo comme la Vélodyssée, la Vélocénie. Enfin, il y a plein de choses à vélo très cool à faire en voyage. Je pense qu'on découvre avec un œil nouveau quand on sort de la performance et qu'on emmène ses enfants. Ouais. Et voilà, je pense que pour découvrir le voyage à vélo, c'est quand même une super opportunité de se dire, bah voilà, je prends l'exemple de la Vélodyssée. On n'est pas obligé de la faire en intégralité. Donc de mémoire, elle arrive à Hendaye et elle débute en Angleterre, il me semble, maintenant, oui, j'allais quasiment. dire, Hein. c'est hors de France, ça, c'est Ouais, évident. c'est carrément. Et du coup, on longe toute la côte ouest, si vous ne la connaissez pas encore. C'est super beau, c'est majoritairement de la piste cyclable. Tout est fait pour pouvoir dormir. Il y a plein de campings sur la route, il y a plein d'auberges qui accueillent les vélos aussi. Enfin, c'est vraiment construit, c'est un super beau produit touristique. Et voilà, pour le coup, je pense que ça peut être un très très bon début. Après, on se renseigne, si jamais on veut partir faire quelque chose de plus exotique, bien se renseigner sur le terrain. Notamment, on évite les gros radars, on évite les routes trop pourries où ça va venir secouer tout le monde dans tous les sens. Et puis avec un chargement, c'est jamais très très agréable de se faire secouer, enfant ou non, dans la carriole. Et enfin, je pense que pour construire le parcours, il vaut mieux prévoir des étapes courtes. Vaut mieux, sur un premier voyage, ne pas être trop ambitieux pour garder une marge de flexibilité. Pouvoir aussi laisser la place à l'inconnu, s'arrêter parce que le point de vue est sympa, parce que y a une rencontre qui fait que. Enfin, ça, c'est le b.a.-ba du voyage à vélo, avec ou sans famille. Mais je pense que, ouais, d'autant plus quand on a un enfant, se laisser de la marge, c'est vraiment, vraiment important. Alors la Vélodyssée, j'ai été regarder pendant que tu continuais à développer cet axe-là, mais effectivement, la Vélodyssée en fait fait partie de l'Eurovélo 1, qui s'appelle maintenant l'Atlantic Coast Road et qui part d'Angleterre, effectivement. Mais la Vélodyssée, elle arrive à Roscoff en fait en France et elle longe toute la côte atlantique en passant par Redon, Nantes, puis La Rochelle, jusqu'à Royan. Là, il peut y avoir un petit transfert qui se fasse pour traverser justement la petite branche. Ensuite, on descend sur Lacanau, Arcachon, pour arriver jusqu'à Hendaye. Et là, on reprend l'Eurovélo 1 qui part en Espagne. Alors moi, je suis sur Internet, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des sites peut-être qui référencent tout ça? Alors, le réseau Eurovélo. Ça peut rester un peu l'inconnu, tu vois. Moi, j'ai envie de partir en voyage à vélo, en famille, mais comment je m'y prends? Est-ce qu'il y a un site qui référence différents parcours? Donc, le réseau Eurovélo, avec tous les itinéraires aménagés, peut être hyper intéressant. On a aussi francevélotourisme.com, avec plein de boucles locales, avec les différents niveaux adaptés, etc. Je reviens sur le livre de Jeanne. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'itinéraires aussi. Il y a plein de portraits et chaque famille présente un itinéraire. C'est assez intéressant. Et enfin, pour les plus aventureux, on a une bonne vieille carte IGN. Donc les cartes IGN, ça sert à ça aussi et c'est intéressant. Je souris, Camille, parce qu'il y a une quinzaine de jours, au moment où on enregistre cet épisode, où j'étais en Espagne pour la reconnaissance du début du parcours de la première édition de Race Across Spain, vers Santander. Et donc moi, j'étais sur des applications aujourd'hui que tu trouves pour mapper. Et j'étais accompagné de Jean-Michel, retraité de la SNCF, qui lui avait avec lui, je l'adore Jean-Michel, parce que sans lui, on n'aurait jamais fait Race Across Espagne, et qui avait un sac que de cartes IGN. Et il me disait, alors attends, on va regarder par où on va passer. Et là, il sort son sac, alors il sort déjà l'IGN, ok, ça c'est Pays Basque, ok. Et là, il sort une carte énorme. Alors, certes, c'est pas du digital, mais c'est tellement pratique pour avoir les petits détails. Franchement, on rigole, mais je me moque pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça génial. Et je te rejoins, les cartes IGN, effectivement. Alors même si tu peux en avoir du digital aujourd'hui, mais
Ah, en papier, ça n'a pas la même saveur quand tu prépares un voyage à vélo, quoi. C'est le début de l'aventure, tu vois. Plusieurs choses importantes sur les cartes IGN. Déjà, vous allez avoir, en effet, plein de points d'intérêt. Vous allez avoir notamment les cimetières, donc qui sont des très bons points d'eau. Ça vous permet de retrouver ça. L'autre chose, c'est que si vous vous retrouvez dans des zones où il n'y a pas de réseau, ça peut arriver. Moi, je vis en montagne. Il y a des zones où on sait qu'on ne capte pas. Vous pouvez vraiment vous paumer. Donc, avoir une carte IGN, c'est toujours pratique. Moi, maintenant que je suis monitrice, j'ai toujours une carte du coin dans mon sac, juste au cas où. Il y a plein de petites indications. Je te coupe, excuse-moi, mais il y a plein de petites indications sur les cartes IGN. Si tu sais la lire, tu vas avoir plein d'astuces. Alors que si tu ne sais pas lire une carte, tu vas juste voir une route, en fait. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on peut lire tout le dénivelé. Tu as le dénivelé. Hyper facilement. Si ça monte, ça descend. Quelle distance est-ce que tu peux passer en camion ou en van, ne serait-ce qu'en van, en camping-car ou pas? Et c'est vraiment une source inestimable. Et le dernier truc, c'est si vous prévoyez un voyage à vélo, parce que vous le savez ou non, mais les cartes IGN couvrent des zones assez précises. Mais vous pouvez maintenant, sur le site de l'Institut national de géographie, l'Institut de géographie nationale, le site de l'IGN, bref, vous pouvez customiser votre propre carte. Donc en fait, vous indiquez la zone sur laquelle vous allez vous rendre et vous pouvez faire fabriquer votre propre carte. Ça coûte à peine plus cher qu'une carte normale et vous allez pouvoir couvrir, si vous couvrez plusieurs départements ou plusieurs régions en même temps, avoir votre carte personnalisée. Donc c'est vraiment, pour moi, la carte IGN, quand on part en voyage, c'est vraiment une super ressource aussi, ouais. Institut national de l'information géographique et forestière. Oui, bien. Voilà, c'est l'IGN. Effectivement, ign.fr et vous retrouverez toutes les infos que vous partage Camille. Est-ce que tu as... Alors, il y en a probablement dans le livre de Jeanne, mais est-ce que tu avais des petits détails, des petites astuces qui font la différence quand on prépare, quand on est prêt à partir, ou qu'on est même, les gens qui nous écoutent sont peut-être en plein voyage à vélo, et ont trouvé ça dans leur feed de podcast, tiens, c'est sur le voyage à vélo, je vais écouter, mais quelles seraient les astuces que tu pourrais partager qui font la différence? Des bonnes applis de météo. Ça, c'est le premier truc. Recouper plusieurs. On se dit nos préférés? On peut. Moi, j'aime. Alors, pour la météo pure et dure, j'aime bien Météo Blue. Je suis d'accord, c'est ce que j'utilise également. Ok. Bon. Météo tous les jours. Là, ça, pour moi, c'est la météo. Pour la météo tous les jours. Et après, il y a un autre truc important en vélo, c'est le sens du vent. Oui, exact. Et moi, j'utilise Epic Ride Weather. Ouais. Où tu peux mettre tu mets ta trace, tu peux synchroniser avec Komoot, Strava ou ton appli qui te permet de tracer et ça va te donner le sens du vent sur le parcours. Mais je la connaissais pas, mais elle est très bien. Moi, j'utilise Windy pour le vent. Il paraît que Windy marche très bien aussi, ouais. Mais ton astuce, elle est très bien parce que tu peux coupler avec ton propre parcours. Exactement. Alors que Windy, c'est plus t'as la France, voilà, et après, toi de zoomer. Tu regardes sur ta zone. Non, sur Epic Ride Weather, c'est vraiment, c'est gratuit. Enfin, on peut prendre une version payante, c'est un petit développeur qui fait ça, mais vraiment sur la trace, on voit avec des flèches le sens du vent. Et du coup, je pense que c'est un truc important parce que si vous avez jamais fait 50 bornes de vélo avec le vent dans le nez et une carriole derrière ou un gros chargement, vous ne savez pas vraiment ce qu'est la souffrance. Et du coup, prévoir un petit peu ça, peut-être regarder si, en changeant légèrement le parcours, en essayant de trouver un endroit un petit peu plus abrité, bon, ça peut être pas mal. Donc, tips numéro 1, pour moi, checklist essentielle, des bonnes applis de météo. Une dernière, c'est Rain Today, quand il pleut. Vraiment, je vais regarder les radars, en fait. Je vais regarder les radars. Et là, je sais si à 30 minutes ou si vraiment ça va être très compliqué pendant 2 heures ou si c'est juste une averse. Voilà, Rain Today, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Donc, déjà ça. Ensuite, c'est les essentiels au final de n'importe quelle personne qui fait du vélo, mais à ne pas oublier, c'est du cash. En France, c'est toujours utile d'avoir du cash, des outils de réparation et une pompe, de l'eau en quantité suffisante. C'est vrai que en France, on trouve quand même des points d'eau un peu partout, mais éviter de se mettre à un stress hydrique dans le sens je dois trouver de l'eau parce que mon enfant va mourir de soif. Ça peut être quand même bien. Et enfin, de la batterie externe pour le téléphone et le GPS. Ouais, ça, c'est des petits détails. C'est vraiment... tu as répondu exactement à mes questions. C'est des petits détails qui vont faire que l'aventure va être positive ou ça peut vite se compliquer, le fait d'avoir du cash. Les petits outils de réparation aussi, l'eau en quantité. Parce que quand vous êtes en voyage à vélo, on pense forcément aux périodes estivales. Là où les gens ont du temps et prennent des congés pour partir en vacances, donc il peut faire très très chaud et attention à ça. Donc voilà, tous ces conseils, ça peut sauver une aventure. Et puis si on parle d'aventure, de connexion à la nature, là aussi,
quel conseil tu pourrais donner quand on part en famille? Le but, c'est de passer un bon moment. Quel état d'esprit, en fait, tu pourrais suggérer dans lequel il faut se mettre pour vivre un bon moment avec son enfant en famille? Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit où on se dit je profite de l'aventure, je profite de la nature. Comme tu le disais, je pense que si on peut réduire au maximum l'usage de l'écran pendant le voyage, que ce soit pour les parents, pour les enfants, etc., il y a un côté très pratique. Pour avoir un téléphone, moi je partirais plus en vélo sans smartphone. C'est vrai que pour plein de raisons, dont la météo, c'est quand même une grande aide. Mais par contre, essayer de réduire au maximum ce temps d'écran et justement apprendre aux enfants, déjà c'est quoi camper. D'autant plus, c'est quoi camper de manière responsable. Donc, leur expliquer que voilà, on essaye d'aller privilégier des bivouacs un petit peu existants, d'utiliser peut-être des emplacements existants, etc., pour éviter de venir trop perturber la nature. On s'installe bien loin des ruisseaux et des lacs. On essaye de protéger au maximum les écosystèmes. On laisse pas de déchets. Je pense que ça, déjà, vraiment, se dire, la nature, on est juste ses invités quand on fait du voyage à vélo et on vient être vigilant par rapport à ça et l'enseigner à ses enfants. Je pense que c'est un très très bel enseignement. Alors c'est vrai, quand tu parles d'écran, je pense à un épisode qui va bientôt sortir, qu'on a enregistré avec Loïc. On parle de micro-aventures et comment mettre des micro-aventures dans sa préparation et dans ses entraînements. Et Loïc nous expliquait qu'il partait sans son téléphone parfois. Et quand tu disais le téléphone, c'est moi je ne me verrais pas partir sans mon téléphone, mais il y a une limite à avoir entre je pars avec mon téléphone et je suis tout le temps sur mon écran et je profite pas du paysage. Et en France, on a la chance d'avoir des paysages qui sont incroyables, que beaucoup d'étrangers nous envient en disant vous, en France, tout est concentré. Les plaines, la montagne, la mer, les régions sont formidables, donc vraiment profiter. Partir avec son téléphone, ça ne veut pas dire être constamment sur l'écran et le donner à son enfant qui est derrière pour qu'il regarde effectivement le dessin animé ou autre chose, mais vraiment profiter de sa nature, être éco-responsable, c'est-à-dire ne pas laisser de traces, parce qu'on va parfois en voyage à vélo dans des zones où effectivement il y a très peu de personnes ou peu de passages. Donc soyons éco-responsables sur ça. Et puis l'aventure, c'est les rencontres. Et en voyage à vélo, il y a toujours des belles rencontres qui se font à travers les différents podcasts que j'ai pu enregistrer. Il y a des histoires qui sont folles et certaines n'étaient pas du tout prévues. Pas du tout prévues. Il y a des rencontres qui t'ont marqué, toi, comme ça, Camille, ou pas? Ouais, moi j'ai rencontré, j'ai même rencontré des gens lors de voyages ou d'épreuves qui sont devenus des amis au final, hein, des gens avec qui on se retrouve sur un départ et au bout de 3-4 jours ensemble, on a créé une véritable relation et je pense que voilà, dans le voyage à vélo, c'est ça vraiment qu'on vient chercher. Enfin, c'est une connexion à la nature et aux autres. Et que voilà, il faut y aller avec l'esprit ouvert et se faire un maximum de potes, quoi. C'est ça, l'esprit ouvert, ne pas avoir d'attente quand on part, parce que la nature va probablement nous réserver une belle surprise. Ça peut être un orage qui éclate alors que ce n'était pas du tout prévu. Et voilà, mais c'est aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand je roule parfois et tu reconnais un voyageur à vélo. Tu le vois dans son vélo, dans ce qu'il transporte, et j'aime lui demander d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas. Et rien qu'à travers ces deux réponses, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Si je peux lui offrir un café, j'en profite pour continuer la conversation. Mais j'aime interpeller quand je vais m'entraîner et que je double ou que je croise quelqu'un qui, tu le vois à son allure, hein, qu'il est en voyage à vélo. J'aime lui demander d'où est-ce qu'il va et d'où est-ce qu'il vient. Voilà, c'est vraiment les deux questions que j'aime poser à ces gens-là. On arrive sur la fin de l'épisode, Camille. Je vais te laisser la conclusion. Qu'est-ce que tu aimerais partager en mot de la fin sur voyager à vélo en famille? Je pense que voyager à vélo, c'est pas seulement une façon de se déplacer, c'est vraiment emmener son enfant faire un voyage à vélo, c'est lui inculquer une philosophie au final un état d'esprit. Ouais, du voyage, du partage, de la nature. Ça apprend, je pense, à voir le monde autrement, à vivre chaque jour comme une expédition où on va apprendre sur soi-même, on va apprendre sur les autres. Il faut avoir un peu de préparation, on l'a vu. C'est bien d'y aller avec beaucoup de curiosité. Et j'aime bien ce que tu disais sur le fait d'avoir peu d'attentes. Je pense que
c'est quelque chose dont on a parlé une fois avec Guillaume Martin qui travaille avec toi sur Race Cross. Et Guillaume me disait que pour lui, une des clés de l'éducation réussie des enfants, c'était ne pas avoir d'attente. Se dire qu'on prend chaque jour un peu comme il vient et essayer d'en profiter au maximum. Et je pense qu'il faut pas, je vous dis ça parce que idéalisez pas votre vision du voyage à vélo en vous disant ça va être comme ça va être hyper instagrammable, ça va être genre un peu comme la van life, mais la bike life avec les enfants. Ça va sûrement pas du tout se dérouler comme prévu et ça va être d'autant plus chouette. Donc je vous dirais, allez-y, faites cette parenthèse, faites ces kilomètres qui vont être des souvenirs inoubliables et allez-y vraiment sans rien en attendre et laissez venir l'aventure à vous. Génial. On va terminer sur ça. Laissez venir l'aventure à vous. En tout cas, partez en voyage à vélo. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages de ces aventures-là, de ce que vous avez ressenti. Même si vous en avez fait par le passé, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et puis également des sujets sur lesquels vous aimeriez que l'on traite dans les épisodes ou dans les saisons à venir. Et puis, n'hésitez pas également à nous partager ces images-là. Et pourquoi pas, un jour, vos aventures à vélo seront sur grand écran avec le festival Tous en Selle. En tout cas, un grand merci à toi, Camille, merci pour cet épisode. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle. Merci beaucoup.